Nous allons commencer la séquence suivante, qui est la séquence 10, fonction exponentielle, avec cette activité de découverte de ce que sont que les fonctions exponentielles. Donc c'est une activité qui est dans votre livre, page 176. Si j'ai créé un document qui se trouve en pièce jointe dans Pronote, c'est parce que j'ai rajouté quelques indications supplémentaires. Inutile donc d'imprimer ce document, vous pouvez suivre sur votre livre ou sur votre écran, et le document, je vous le distribuerai la semaine prochaine. Je vous propose pour travailler de suivre donc avec cette vidéo, de la mettre en pause à chaque fois que je vous le demande afin de chercher chacune des questions. Les réponses aux questions ne sont pas forcément évidentes, donc pas de panique s'il y a des choses qui ne sont pas très claires. On se voit la semaine prochaine et on en discutera avant de commencer le cours à proprement parler. Donc dans cette situation, on va parler de datation au carbone 14. Je pense que vous savez que lors de fouilles archéologiques, lorsque l'on retrouve des végétaux ou des animaux, voire des restes humains, on peut procéder à ce qu'on appelle une datation carbone 14, ce qui nous donne une fourchette de date depuis la mort du végétal ou de l'animal ou de l'humain, en mesurant le taux de carbone 14. Alors le carbone 14, c'est un isotope du carbone qui est présent en infime proportion dans la nature, mais de manière constante. On nous dit ici que quand un être vivant, qu'il soit animal ou végétal, meurt, les atomes de carbone 14 qu'il contient se désintègrent, de telle sorte que le nombre de désintégrations par unité de temps, qu'on appelle la vitesse de désintégration, est proportionnel à la quantité d'atomes encore présents au début de la période considérée. Et on va appeler dans tout l'exercice lambda ce fameux coefficient de proportionnalité. Donc vous avez ici une courbe qui représente la désintégration au cours du temps. Donc en abscisse, vous avez le temps en siècles. Et en ordonnée, on a le nombre d'atomes dans le corps analysé. Donc si au départ, 0 siècles se sont passés, on a 100 atomes, on peut par exemple dire qu'au bout de 100 siècles, il nous reste 28,71 atomes. Au bout de 120 siècles, 22,37 atomes, etc. Donc c'est ce genre de courbe qui va nous permettre de déterminer l'âge des restes que l'on a trouvés en fonction du nombre d'atomes de carbone 14 qu'il reste. Alors première question, vérifiez sur les deux intervalles de temps 20-40 et 100-120 que la propriété énoncée précédemment est bien vérifiée. Alors je vous répète, la propriété dont on parle, c'est le nombre de désintégrations par unité de temps est proportionnel à la quantité d'atomes encore présents au début de la période. Donc on va calculer en fait le nombre de désintégrations par unité de temps sur ce premier intervalle, c'est-à-dire la vitesse de désintégration. Donc on va chercher le temps qui s'est passé, le nombre de désintégrations qui a eu lieu sur ce temps-là, donc c'est-à-dire le nombre d'atomes qui ont disparu, et ça va nous permettre de calculer la vitesse, ça va être le nombre sur le temps qui est écoulé. Vous mettez cette vidéo en pause, vous cherchez sur ce premier intervalle les trois informations qui sont ici et ensuite vous regardez la correction. Alors au niveau du temps qui s'est écoulé, bien de 20 à 40, il s'est écoulé 20 siècles. Le nombre de désintégrations, on va trouver ça ici. Donc à 20 siècles, on avait 77,92 atomes. À 40 siècles, on n'en a plus que 60,71. Donc le nombre de désintégrations, c'est-à-dire le nombre d'atomes qui se sont désintégrés, c'est 77,92 moins 60,71. Et ça fait 17,20. Donc la vitesse de désintégration, c'est-à-dire le nombre de désintégrations par unité de temps, ça va être le nombre d'atomes qui se sont désintégrés, 17,20, 21, pardon, je vais corriger ça tout de suite. Hop, sur le temps qui s'est écoulé, c'est-à-dire 20 siècles. Et ça nous donne ici comme vitesse 0,8605. Je vous propose maintenant de mettre une deuxième fois en pause et de reprendre le même travail, mais cette fois-ci sur l'intervalle de temps 100-120. Alors, le temps qui s'est écoulé, c'est pareil, 20 siècles aussi. Le nombre de désintégrations, 28,71 moins 22,37, ça fait 6,34.
Et la vitesse de désintégration, ça va donc être 6,34 sur 20 siècles, ce qui nous donne 0,317. Donc l'idée, c'est que cette vitesse de désintégration, la propriété nous dit qu'elle est proportionnelle au nombre d'atomes qu'il y avait au départ. Donc on va essayer de construire ce tableau et vérifier si oui ou non c'est un tableau de proportionnalité. Donc on va mettre les deux vitesses de désintégration qu'on a trouvées, 0,8605 et 0,317. On va aller chercher au début de chaque période le nombre d'atomes qu'il y avait. Donc ici, c'est à 20 siècles, c'était 77,92. Et ici, c'était 28,17. Donc s'il y a coefficient de proportionnalité, si la vitesse est proportionnelle au nombre d'atomes, c'est-à-dire qu'on doit avoir la vitesse égale lambda fois le nombre d'atomes, pour trouver lambda, il suffit de diviser la vitesse par le nombre d'atomes présents. Et on peut observer que dans les deux cas, on trouve quasiment la même valeur, c'est-à-dire 0,011. Donc ça confirme, en tout cas, ça nous permet de vérifier que sur ces deux intervalles, la propriété est bien correcte. Alors, ce que l'on appelle la demi-vie du carbone 14, c'est le temps nécessaire à la désintégration de la moitié de ces atomes. Il faut estimer à l'aide de la courbe représentative cette demi-vie. Donc, je vous laisse réfléchir tout seul à cette question. Vous mettez en pause et ensuite vous reprenez. Alors, au départ, on a 100 atomes, c'est ce qu'on voit sur la courbe ici. Donc, au départ, il y a 100 atomes. 100, il n'y a pas de S, donc c'est 100 atomes. La demi-vie, c'est le temps nécessaire à la désintégration de la moitié des atomes. Donc la moitié des atomes, ça donne 100 divisé par 2, 50. On va éviter de tout bouger. Hop. Donc 50 atomes. Maintenant, à l'aide du graphique, je vais aller chercher quand est-ce qu'il me reste 50 atomes. Donc je cherche l'antécédent de 50 par la courbe, par la fonction qui est dessinée ici, et je trouve environ 55 siècles. Donc la demi-vie, je vais le noter en façon abrégée, du carbone 14 est environ de 55 siècles. On continue. On va noter grand N de T, le nombre d'atomes de carbone 14 présents dans un corps à l'instant T, et H, une durée donnée. Donc sur notre graphique, en fait, là, je pourrais voir que N de 20, c'est 77,92. N de 40, c'est 60,71. En fait, la courbe qui est dessinée, c'est la courbe de ma fonction N. Exprimer en fonction de T et de H le nombre de désintégrations entre les instants T et T plus H. Donc nous, on avait calculé tout à l'heure le nombre de désintégrations entre l'instant 20 et l'instant 40. On avait fait la différence entre ces deux nombres-là pour trouver le nombre de désintégrations. En fait, on vous demande ici de faire la même chose, mais de façon plus générale, donc plus entre 20 et 40, ou alors entre 100 et 120, mais entre un instant T et un instant T plus H. Et donc, vous allez tout exprimer en fonction de T, T plus H, grand N de T, grand N de T plus H, etc. Donc même chose, je vous laisse mettre cette vidéo en pause et ensuite vous regardez la correction. Alors le nombre de désintégrations entre l'instant T et l'instant T plus H, c'est le nombre d'atomes qu'il y avait à l'instant T moins le nombre d'atomes qu'il reste à l'instant T plus H, puisque ce nombre d'atomes diminue, c'est dans cet ordre qu'il faut écrire les choses. Donc le nombre de désintégrations entre ces deux instants, ça va donc être N de T moins N de T plus H. Tout simplement, il n'y a rien de plus à faire. Question suivante. La vitesse de désintégration du carbone 14 à l'instant T est donnée par le taux de variation de la fonction n lorsque la durée h tend vers 0. C'est-à-dire,
la limite quand h tend vers 0 du quotient, nombre de désintégrations entre t et t plus h et h. En déduire une expression de la vitesse de désintégration en fonction de t. Alors, pour travailler là-dessus, vous allez utiliser ce qu'on a fait au-dessus, le nombre de désintégrations entre t et t plus h, on les a exprimés ici en fonction de, ici, on a trouvé cette expression-là. Donc vous allez pouvoir remplacer ici, et normalement, l'expression que vous allez trouver là devrait à peu près ressembler à quelque chose que l'on a déjà étudié dans la séquence, dans une des séquences sur la dérivation. Je ne vais pas donner plus d'indications de ça. Je vous laisse mettre la vidéo en pause encore une fois et essayer de trouver l'expression de la vitesse de désintégration en fonction de t. Alors, si je reprends cette quantité qui se trouve ici, la limite, quand h tend vers 0, du nombre de désintégrations entre t et t plus h, ça va être, d'après ce qu'on a dit au-dessus, de n de t moins n de t plus h sur h. D'accord? Ça, c'est exactement égal à ça. Et normalement, ça devrait à peu de choses près vous faire penser à la définition du nombre dérivé. Sauf que la définition du nombre dérivé de la fonction f en, qu'est-ce que je vais dire, en a, c'est, je vais le mettre ici, pour rappel, la limite quand h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h. Et cette quantité-là, lorsqu'elle existe, c'est ce qu'on appelle le nombre dérivé de la fonction f au point a, f' de a. Alors si on revient sur ce qu'on a trouvé ici, on n'est pas tout à fait là-dessus. Parce qu'en premier, on a a plus h, l'image de a plus h, et on enlève l'image de a. Donc là, on a d'abord l'image de t et on enlève l'image de t plus h. Donc c'est pas tout à fait ce dont on a envie pour pouvoir faire apparaître le nombre dérivé. Je vais commencer par prendre l'opposé de ce quotient-là. Et donc j'ai n de t plus h moins n de t sur h. L'opposé, c'est ça. Eh bien, la limite, ça va donc nous donner moins la limite quand h tend vers 0 de ce taux ici, de taux de variation de la fonction n entre t et t plus h. Et ça, par définition, c'est ce qu'on appelle le nombre dérivé de la fonction n en t, avec le signe moins qui est devant, qui est ici, que j'oublie pas de remettre au fur et à mesure. Conclusion, la vitesse de désintégration en fonction de t, c'est moins n' de t. C'est moins, donc, le nombre dérivé de ma fonction n calculé en t. Petit c, déterminer d'après l'énoncé une relation entre la vitesse de désintégration et le nombre d'atomes. Cette relation, on verra ça après. Donc on veut une relation entre la vitesse de désintégration, moins n' de t, et le nombre d'atomes. Alors ils disent d'après l'énoncé, ça veut dire que moi je vais remonter sur ma fiche, au début de la fiche, pour aller voir dans l'énoncé qu'est-ce que je pourrais trouver comme relation entre la vitesse et le nombre d'atomes. Nous y voilà. Le nombre de désintégrations par unité de temps, c'est-à-dire la vitesse de désintégration, est proportionnelle à la quantité d'atomes encore présents. On note lambda, le coefficient de proportionnalité. Donc nous, on avait trouvé en fait que, et je le retrouve là, tiens, c'est ici, la vitesse de désintégration, c'est lambda fois le nombre d'atomes. Et si on applique ça à ce qu'on vient de voir, ça veut dire que ma vitesse de désintégration, c'est-à-dire moins n' de t, c'est lambda fois n de t. Là, je vous ai aidé, il faut qu'on le fasse ensemble, c'était une question difficile. Eh bien, cette équation-là,
en mathématiques, en tout cas ce genre d'équation, c'est ce qu'on appelle une équation différentielle. Alors c'est une équation très particulière parce que ce n'est pas une équation dont l'inconnu est un nombre réel que l'on cherche. L'inconnu ici, c'est la fonction n. Ça fait partie de ce qu'on appelle les équations fonctionnelles. C'est une relation qu'on a entre une fonction et sa dérivée. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'équation caractéristique de la fonction n. Je pourrais l'écrire aussi comme ça. La dérivée de ma fonction n, c'est moins lambda fois la fonction n. Sachant que moins lambda, c'est un nombre constant, ça ne bouge pas. Donc la dérivée de ma fonction, c'est un nombre fois ma fonction de départ. C'est un petit peu particulier. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une équation différentielle. Il y a tout un pan des mathématiques qui travaillent sur ces équations différentielles parce qu'il y a énormément de domaines, en physique notamment, qui sont modélisés par des résolutions, des recherches d'équations différentielles. Alors nous, on ne va pas faire ça cette année, mais en tout cas, on a déjà une relation comme ça. Alors, on va terminer cette activité par cette dernière question. Soit f une fonction dérivable sur R, telle que pour tout réel x, f' de x égale f de x. Bah tiens, au passage, ça aussi, c'est une équation différentielle. L'inconnu, c'est la fonction f, et l'équation me dit que la dérivée de la fonction f, eh ben, c'est elle-même. F est sa propre fonction dérivée. Montrer que s'il existe un réel lambda tel que pour tout t, n de t pourrait s'écrire sous la forme f de moins lambda t, alors la fonction n est solution de l'équation différentielle précédente. Alors ça, c'est un genre de fonction qu'on n'a pas franchement vu, c'est ce qu'on appelle des composés de fonctions. C'est-à-dire que je commence en fait, je vais vous le noter, ces quelques explications ici. Pour définir ma fonction ici, je pars de mon inconnu t, j'applique une fonction linéaire qui est je multiplie t par moins lambda, et ensuite j'applique ma fonction f pour calculer f dans la valeur que j'ai trouvée. Donc en fait, ma fonction elle est définie en deux étapes. Donc montrer que si n de t s'écrit comme ça, alors la fonction n est solution de l'équation différentielle précédente, c'est-à-dire n est solution de cette équation différentielle ici. De l'équation différentielle pardon, qu'on a définie ici. Donc je repose les bases du problème, de la question sur laquelle on est en train de travailler. On va supposer que notre fonction, on peut l'écrire comme ça. Donc, supposons qu'il existe un réel lambda tel que n de t, c'est f de moins lambda fois t, avec f qui vérifie f' de x égale f de x. Elle est sa propre dérivée, cette fonction. Et qu'est-ce qu'on veut montrer? On veut montrer qu'alors, ma fonction n, elle vérifie n' de t égale moins lambda n de t. Montrons alors que n' de t égale moins lambda n de t. Voilà ce à quoi on veut arriver. Une indication. Donc c'est une formule de dérivation qu'on n'a pas encore vue, qu'on verra dans notre prochaine séquence sur la dérivation. On suppose que si f est une fonction dérivable sur son ensemble de définitions, alors pour tous les réels m et p, la fonction qui a x associe f de mx plus p, autrement dit, je fais un montage comme ça, sauf qu'ici, je mets une fonction affine. Elle est dérivable sur son ensemble de définitions et sa fonction dérivée est définie par f' de x égale, je sors le coefficient qui est là, le coefficient de x, et je multiplie ce nombre par la dérivée de f que je calcule toujours en mx plus p. Donc moi, puisque je veux montrer que n' de t, c'est moins lambda n de t, eh bien je vais calculer n' de t, et je vais montrer que je trouve bien ce truc-là. Donc n de t, ce que j'en sais, c'est ce qui est écrit ici, et je vais essayer de dériver ce truc-là. Donc puisque j'ai n de t qui vaut f de moins lambda t, d'après l'indication qui est donnée ici, sa dérivée, ça va être
le coefficient qui est devant ma variable, donc moins lambda, multiplié par la dérivée de cette fonction-là, que je calcule toujours ici. Bon, déjà j'ai calculé n' de t. Je ne suis pas encore arrivé à montrer que c'est moins lambda fois n de t. Maintenant, c'est ce qu'il faut que je fasse. Ce qui est bien, c'est que j'ai déjà le moins lambda ici. Alors maintenant, il faut que j'arrive à prouver que ça et ça, c'est la même chose. Qu'est-ce que je sais sur ma fonction f par rapport à sa dérivée? C'est écrit ici. Je sais que f' de x est égal à f. Du coup, je peux remplacer f' par f ici. Qu'est-ce que j'ai obtenu ici? J'ai f de moins lambda t. Et f de moins lambda t, par définition de la fonction n, c'est n de t. Donc ici, j'ai moins lambda fois n de t. Et c'est exactement ce que l'on voulait démontrer. Voilà, ça n'avait rien de très simple tout ça. Ce que je vous demande de faire, c'est d'essayer de revoir ça, de relire un petit peu, de repartir en arrière sur la vidéo et essayer de retrouver des explications. Après, vous arrêtez, puis on en reparle la semaine prochaine ensemble en cours directement.